sur scène dans votre ville ce soir, Jean-Luc Mélenchon. C'était un show, c'est le show Mélenchon. Et pourquoi vous dites maintenant? Parce que pour le coup, c'est vraiment une pratique qui a eu lieu pendant toute la campagne. Il y a eu des meetings. Oui, mais il a un talent exceptionnel de ce Oui, bien sûr, c'est pas nouveau. Et ça nous rassure sur le fait que Jean-Luc Mélenchon a gardé son talent. Il n'a jamais de prompteur. Moi, franchement, c'est un des rares qui sait parler. Il est exceptionnel. Ah oui. Franchement, il faut une qualité intellectuelle pour être aussi précis dans ce qu'il a dit hier soir. Extrêmement brillant. Sur le fond, sur le fond, Lula est innocent, par exemple, c'est ce qu'il a dit. On va l'écouter tout de suite. La pub. Non, la pub ou Jean-Luc Mélenchon, faut choisir. Mais la pub, quand je dis on va l'écouter tout de suite, c'est après la pub. Les Grain est avec nous et ça tombe bien puisque nous allons parler de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes secrétaire national du parti de gauche. Zineb El Razoui, Philippe Bilger, Patricia Balme, Jérôme Béglé, Caroline Picozzi. Il est parti d'ailleurs, Jérôme Béglé. Je comprends pas. Oui, Patricia Balme, il a dû être... Si vous avez retrouvé Jérôme Béglé dans les couloirs, il doit être quelque part. Écoutons Jean-Luc Mélenchon. C'était hier soir sur le thème, il était à Lille en meeting, sur le thème de la judiciarisation de la vie politique. Pas que française d'ailleurs, mondiale, c'est ce qu'il a exprimé comme idée. Et vous allez nous dire s'il a raison ou pas. La judiciarisation de la vie politique est dorénavant la stratégie de l'Empire partout, dans tous les pays du monde. Et tous leurs larbins, dans tous les pays du monde, font la même jonction entre le parti médiatique, l'appareil judiciaire et policier pour nous abattre. Très intéressant. Silence sur le plateau. D'abord, le talent est indiscutable. Ensuite, on sent qu'il développe depuis quelque temps cette thèse. Le parti médiatique, je trouve qu'il n'a pas tort. Enfin, pour d'autres motifs. La judiciarisation de la vie politique, certainement, moi, je m'en réjouis. Par certains côtés, je note une étrange concordance entre Jean-Luc Mélenchon sur ce plan et Éric Zemmour. Non pas qu'il y ait d'autres points communs, mais c'est intéressant de voir que la critique de la judiciarisation de la vie publique est le fait de gens qui, la plupart du temps, ne connaissent pas réellement la réalité judiciaire et qui, d'autre part, veulent placer la politique au-dessus de tout et dénient aux juges le droit de chercher une vérité judiciaire. Alors, tout à fait, j'ajouterais même que ce concept de judiciarisation de la vie politique, M. Mélenchon donc, fait le parallèle avec Lula, mais en réalité, nous avons bien plus de chefs d'État dans le monde, de responsables politiques qui devraient être en prison et qui n'y sont pas. Nous avons malheureusement bien plus d'impunité que de justice à l'échelle internationale, et ça, c'est une réalité que M. Mélenchon aurait tort de nier. Oui, Benjamin Morel. Il faut différencier d'un côté les pays démocratiques et les pays qui ne le sont pas. Dans les pays démocratiques, on a très clairement aujourd'hui une forme de judiciarisation. Et le problème dans les pays démocratiques, c'est que la simple inculpation, on l'a vu avec l'affaire des perquisitions, mais on l'a vu également avec Bayrou, eh bien, vaut condamnation. Et François Fillon. Et François Fillon. Et qu'à partir de là, une simple inculpation, eh bien, en fait, vous met en dehors de la vie politique. Et là, ça pose un problème de l'intrusion du juge dans la démocratie. Et il n'y a même pas d'inculpation dans l'affaire. Oui, bien sûr. Des deux enquêtes. Non, il y a qu'une enquête. C'est ce qu'on rappelle. Mais justement, je trouve ça intéressant parce que quand j'étais venue sur votre plateau la dernière fois, c'était juste après les perquisitions et j'évoquais ce thème-là, cette question de la judiciarisation ou de la psychiatrisation de l'opposition politique. Et je parle de la question de l'opposition politique parce que vous avez bien raison de dire qu'il y a des problèmes d'impunité, bien sûr. Il y a des problèmes d'impunité de dirigeants politiques dans le monde, de dictature, etc. Ce dont on parle là, c'est le risque que les mouvements d'opposition, mouvements politiques mais aussi mouvements sociaux, puisque vous n'avez pas vu l'ensemble du discours, je vous dirais qu'aussi, ce que Jean-Luc Mélenchon détaille là, c'est aussi ce qui se passe du côté des syndicalistes, du côté des militants écologistes, du côté des militants humanistes qui accueillent des migrants. Ce sont des gens qui se retrouvent sous le coup d'enquêtes, parfois d'enquêtes préliminaires des parquets, sous le coup d'opérations judiciaires qui interrogent sur les pouvoirs de l'opposition démocratique dans le pays. Donc sur ce qui était dit tout à l'heure sur Sauf que la justice, en l'occurrence, la justice serait au service d'Emmanuel Macron, alors qu'a priori la magistrature... ce n'est pas justement dans ce qui est dit là. Plutôt à gauche. Vous voyez bien que ce que je trouve intéressant dans cette phrase, même si c'est une phrase courte, mais c'est de montrer un fonctionnement à l'œuvre qui peut être à l'œuvre dans l'ensemble du monde sur la question de la judiciarisation des oppositions. Et il évoquait notamment, par exemple, le cas de deux jeunes gens, là, actuellement, j'en profite pour en parler là, parce que je pense qu'il faut se mobiliser en leur soutien, qui ont organisé une AG, qui ont occupé un amphi une nuit à la fac de Nanterre. Il y en a un qui a pris 6 mois de prison ferme. C'est un jeune homme de 20 ans
6 mois de prison ferme. Je trouve que ça interroge, parce que c'est des messages qu'on fait passer. Quand un syndicaliste qui a balancé de la peinture à l'eau et des confettis lors d'un CA, bon, et lui, pareil, alors il vient d'être acquitté, finalement après 4 ans, il vient d'avoir gain de cause, mais il avait une amende très très lourde et une peine de prison. C'est une façon d'intimider aussi des mouvements qui sont des mouvements citoyens, politiques, syndicalistes, d'opposition. À qui vous ferait croire qu'on est dans une dictature? Je suis désolé, Jean-Luc Mélenchon est dans une paranoïa aiguë. Il parle de persécution, de complot mené par le gouvernement. Il parle d'une façon générale d'une meute qui s'est jetée sur nous. La meute, avec une joie glapissante, elle dit la meute, c'est nous tous, c'est tout le monde. Il est complètement dans une espèce de paranoïa. Ce qui est bizarre, c'est que jusqu'au jour où il y a eu les perquisitions, jamais il avait dit ça. Alors jusqu'à là, parce que quasiment tous les partis politiques, ont connu des perquisitions. Mais après Sarah Legrain, Patricia Ball. Je voudrais, pour résumer ce que j'ai vu hier soir, j'ai vu un homme dans l'amertume, dans la colère, un homme fatigué. Mais j'ai retrouvé brillant quand même. Extrêmement brillant. C'est un tribun. D'ailleurs, je demandais s'il avait un prompteur ou pas, mais j'ai vu la technique quand il va vers la table, il voit juste son plan et il repart formidable. Et il m'a rappelé quelque chose que j'ai connu dans ma toute jeunesse, dans les années 68-70, l'anarchisme. Et il est en train de se muer en anarchiste. C'est-à-dire qu'il a une rancœur, évidemment, et ce stop à Macron, qu'il a décidé, qui sera peut-être son slogan de campagne pour les européennes, je ne sais pas, et un référendum anti-Macron. Ça, c'était vraiment une posture politique incroyable hier soir. Alors, la paranoïa, est-ce que vous pouvez répondre à l'argument personnel, psychologique? C'est vrai que ça fait un peu peur d'ailleurs, de dire les larbins, la meute. Précisément, là, vous appelez ça justement paranoïa, alors que ce qu'il a essayé de faire hier soir, c'est de prendre le temps de montrer en fait des systèmes à l'œuvre. Voilà. Sur la question, sur le fait qu'on réagisse seulement maintenant, non. Nous avons un programme extrêmement complet dans lequel vous trouverez... François Fillon, par exemple, vous n'avez jamais parlé. Sarah Legrain, je vous pose une question. Sur François Fillon, il n'a jamais rien dit. Mais non, précisément. Mais je vous pose une question sur François Fillon pendant la campagne électorale. Pourquoi n'a-t-il rien dit? On a toujours dit non, au contraire. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Précisément parce que quand vous avez un juge, c'est ça la différence, c'est quand vous avez un juge d'instruction qui mène une enquête, qui permet d'ailleurs un certain nombre de droits pour la personne qui est sous le coup de cette enquête. C'est pas la même chose qu'une enquête préliminaire sous le coup d'un parquet. C'est ça qu'on a et c'est ça qu'on détaille. Il y a un juge dans l'espèce. Il y a un juge. C'est ce que nous a expliqué. Mais vous savez qu'on ne pouvait pas ouvrir sur la question de l'anarchie. J'aimerais répondre parce que sur l'anarchie, alors peut-être que c'est que vous le voyez sous l'angle de la communication, parce que vous faites un lien entre anarchie, rancœur, etc. D'un point de vue politique, fut un grand discours de défense de l'État. Donc je crois que il aurait du mal à s'entendre taxé d'anarchisme, au sens où justement ce qu'il a montré, c'est comment les puissances, et c'est le reste du discours que je vous invite à vraiment écouter, comment les puissances financières, comment la question de la finance démantèle progressivement le collectif, l'État, la société, alors que face à l'enjeu climatique, alors que face à l'enjeu de la montée des violences, face à un certain nombre d'enjeux, c'est évidemment la société, le faire ensemble qui prime sur la compétition généralisée des intérêts privés. Et à ce titre-là, je pense qu'il refuserait d'être appelé anarchiste parce qu'il défend l'État face à l'anarchisme. Mais vous avez répondu. Mais je trouve que sur la judiciarisation, il y a des choses intéressantes dans ce qu'il dit. Et j'admettrais volontiers qu'il y a une judiciarisation de la vie publique et de la pensée. Mais légitime ou pas? Mais les exemples que vous donnez sont tout à fait différents. C'est-à-dire qu'il y a des lois pénales qui entraînent une application de la part des magistrats et c'est cela qu'ils contestent. Oui, mais ça n'est pas la même chose et en ce sens-là, ils ne respectent pas, au moins formellement, l'état de droit. À partir du moment où on considère que les condamnations sont édictées, qu'elles sont très sévères au nom de lois dont on récuse le principe, il me semble qu'on n'est plus totalement dans le cadre d'un état de droit démocratique de la part de ceux qui le contestent. Oui, ce qu'on conteste, c'est l'état d'urgence. C'est le fait qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de dispositions, il y a eu une évolution de notre droit qui a fait que progressivement, il devient possible, par exemple, vous vous souvenez, au moment de la COP21,
alors on fait tout l'enjeu du climat et tout, au moment de la COP21, il y a des écologistes qui se sont retrouvés perquisitionnés, assignés à résidence sous couvert d'état d'urgence, sous couvert de lutte antiterroriste. Donc c'est ça, et ça, vous voyez, ce sont des questions politiques que nous compterons, c'est pas de dire... Non mais c'est compliqué parce que c'est-à-dire que c'est une remise en cause de l'État, du système, etc. et d'imaginer que, comme nous disait très justement Gérard, on n'est pas en dictature, c'est-à-dire que vous ne pourriez pas parler, vous ne pourriez pas vous exprimer parce que vous êtes une force d'opposition. Mais on ne peut pas nous empêcher de dire quoi que ce soit en disant à chaque fois, vous vous rendez compte, il y a pire, il y a des dictatures pires. C'est-à-dire que les dictatures... Marine Le Pen dit la même chose. Comment elles arrivent, les dictatures? Et donc ça, c'est votre autre technique. J'ai pas de technique. Mais bien sûr que si. Mais François Fillon aussi, il a dit la même chose. Vous avez tous la même technique. La première technique, c'est de dire il y a d'autres pays où c'est des dictatures. Et la deuxième technique, c'est de dire Marine Le Pen dit la même chose que vous. Donc si je peux parler en notre nom propre et ne pas parler au nom de Marine Le Pen, parce que je n'ai rien à voir avec cette dame. L'Union européenne, il rejoint vraiment ce que dit Marine Le Pen. Et quand il a fait le parallèle, et quand il a parlé de la fraude fiscale et l'Union européenne, parce qu'il a parlé de ça hier. Oui, mais excusez-moi, mais on peut quand même parler de la fraude fiscale sans être amené à Marine Le Pen. Toujours, moi j'aimerais bien qu'on parle de Marine Le Pen sur la question des migrants, voilà, pour pas mettre ensemble des gens qui disent des choses extrêmement différentes. Sur la question de la fraude fiscale, effectivement, c'était une partie très intéressante. Le ciel est bleu et qu'il est bleu, on peut dire. Quand vous voyez que les paradis fiscaux, c'est pas grave. Quand vous voyez que l'Union européenne fait une liste de paradis fiscaux dans lequel elle exclut tous les États membres de l'Union européenne qui sont évidemment des paradis fiscaux, le Luxembourg, etc. Vous pouvez vous interroger sur la capacité de l'Union européenne à lutter contre la fraude fiscale. Au contraire, dans les traités, et ça, il a fait une démonstration très nette, dans les traités sont inscrits l'impossibilité d'une harmonisation fiscale et d'une lutte contre la fraude fiscale. Et ça, c'était très intéressant aussi. Merci Sarah Legrain. C'était très intéressant, évidemment, d'écouter Jean-Luc Mélenchon hier. Michael